Honorables auditrices et auditeurs de AEID TV, bonjour et merci une fois encore de votre fidélité. Dans le cadre des préparatifs des échéances électorales prochaines, votre média est allé à la rencontre d'une jeune dame. Elle est députée du RDPC dans la région d'Union-Esso. Contre sa volonté, sa candidature n'a pas été reconduite par son parti, le RDPC, lui préférant Hélène Atangana, l'épouse du président de la Chambre administrative de la Cour suprême. Laissant ainsi à notre invité pour seul rôle au cours des échéances prochaines, celui de camarade du parti en campagne pour son successeur à ce poste. Bleu Régine Tchungi Obama, membre suppléant au comité central du RDPC, puisqu'il s'agit d'elle, et au moment même où je vous parle déjà en ligne avec Alain Jules, partenaire de AEID TV. Je vais donc de ce pas leur céder le micro. On les écoute. Bonjour Madame Tchungi Obama. Bonjour, Alain. Pouvez-vous vous présenter aux auditeurs et d'AEID Info? Voilà, je suis Bleu Régine Tchungi Obama. Je suis députée sortante du département d'Union-Esso au Cameroun, au centre du Cameroun. Je suis la présidente de section des femmes dans le parti Andromeda. Et voilà, au niveau de ma promotion, de ma profession, je veux dire, je suis conseiller en communication. D'accord. Alors, mais justement, c'est assez particulier, notamment quand on connaît les pays africains, tout en particulier le Cameroun. Qu'est-ce qui a décidé une femme de s'engager en politique parce que chez nous, forcément, ce sont toujours les hommes. Oui, écoutez, il est important pour que les femmes rentrent en politique pour faire changer les choses, parce que il y a un certain nombre de domaines qui sont parfois laissés, certains domaines qui ne sont pas touchés par les hommes. Et ensuite, quand on est une femme, on a besoin d'être là pour faire avancer cela. Donc, on a des questions de genre, on a des problèmes sociaux, on a des problèmes qui touchent l'économie sociale, la petite économie. Et quand on est une femme, il faut vraiment qu'on y soit pour qu'au niveau du Parlement, pour qu'au niveau de la société, qu'on puisse à chaque fois rappeler ces détails aux autres collègues du parti. D'accord. Mais justement, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour se faire élire député? Parce que bon, vous dites que vous avez été élu député d'Union-Esso, hein, vous êtes sortante. On sait qu'il y a des échéances, je crois le 30 septembre, si je ne m'abuse. Hein. Qu'est-ce qu'il faut vraiment disposer pour se faire élire député, notamment dans votre département? Voilà, pour être député, déjà, il faut avoir une bonne assise politique, c'est-à-dire il faut être connu au niveau des militants à la base, il faut avoir réalisé des projets visibles, il faut également un lobbying pour que les autres militants qui ne sont pas forcément des militants de base, il faudrait également les aller à votre cause. Il faut présenter une vision, il faut présenter un programme, et un programme qui répond aux aspirations du peuple. Ça, c'est la première étape. Et puis également, vous savez qu'il ne c'est pas évident pour une femme de prendre la place en politique, parce que c'est toujours, on a encore ce côté un peu macho. Oui, tout à fait, oui. Que la femme doit rester au fourneau. Voilà, la femme doit rester à côté des fourneaux. Et donc, la femme, pour aller en politique, elle doit d'abord avoir un courage, hein, qu'elle soit courageuse de défendre son programme politique et de se faire accepter par la base. Et aussi également, il faudrait qu'elle ait des soutiens au sommet de l'État, au sommet du parti. C'est très important. D'accord. Le mode d'investiture, quand il s'agit, nous avons deux modes. Nous avons le mode de primaire, et ensuite nous avons également un nouveau mode, c'est le mode des investitures par le parti. Et là, c'est plus glissant, parce que là, effectivement, il faudrait que la femme députée puisse avoir un soutien, le soutien du comité central pour que sa liste puisse passer. Parce que là, ça ne se joue plus. Alors que quand c'est les primaires, c'est au point. Donc, il faut aller sur le terrain, il faut convaincre. Donc voilà à peu près comment est-ce que la femme doit faire pour se faire élire à l'Assemblée nationale. C'est pas facile pour les femmes. Mais il faut vraiment avoir une bonne dose de courage pour le faire. D'accord. Ben justement, alors comment s'annoncent les échéances du 30 septembre prochain? Je vous en prie. Comment s'annoncent les échéances du 30 septembre prochain par rapport à la députation? Oui,
Voilà, nous avons commencé les réunions avec le comité central pour soutenir nos camarades qui vont être élus. Donc, nous avons on a commencé des réunions. Les listes de campagne sont déjà sorties. Je suis vice-présidente départementale pour la campagne législative. Donc, on se prépare déjà avec des affiches, disons, le quartier général se prépare déjà pour qu'on puisse aller à la rencontre des militants. Vous savez que nous n'avons pas que les militants du RDPC. Le Lyon et Malmayo est cosmopolite. Donc nous avons une forte population d'allogènes et qui forcément, il faudrait également de ce côté-là aller vers eux pour leur expliquer le bien fondé. N'oubliez pas qu'au Cameroun, les partis s'apparentent parfois aux régions. Donc, on n'a pas, nos militants n'ont pas encore cette maturité, forcément de lire un représentant du peuple pour son programme. Donc, beaucoup ont encore des tendances, je veux dire, tribales. Bon, je vais voter tel parce que je suis de l'Ouest, je voterai tel, je suis du Nord, je voterai tel. Donc, au niveau du parti, nous devons aller vers cette situation également pour les amener à voter notre candidat pour les législatives. Alors justement, est-ce que vous êtes candidate comment se prépare votre, on va dire, votre élection à vous, personnellement? Dans le cas je suis député sortant, donc je ne me représente plus. J'ai une autre camarade qui sera élue, qui a été retenue par le comité central. Mais nous faisons la camarade là. Alors, nous soutenons la campagne, la liste retenue par le comité central. Donc on va aller en campagne pour nos camarades qui ont été retenus par le comité central. Alors, mais comment ça se passe comment ça se passe, Madame Tchougui? Est-ce que le comité central choisit comme ça, en ayant vu les programmes des uns et des autres, ou alors simplement ça dépend de l'humeur du moment? Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ils ont sûrement eu des critères sur lesquels ils ont préféré choisir une liste, pas l'autre liste. Donc c'est la haute autorité, c'est le comité central. Donc on a fait des dossiers, on a des programmes, maintenant c'est à eux. Ils ont décidé que c'était une liste, et vous savez, la discipline du parti, on est derrière, quand le comité central a choisi, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ça ou ne pas soutenir les candidats qui, eux, qui seront en compétition face aux autres partis, je veux dire. Donc, au moins des investitures, il y avait des critères, ils ont donné des critères, il y avait des cas de service, il fallait parler anglais-français, il y avait des critères. Donc, chaque candidat a fait son dossier, donc on le faisait en liste. Bon, ils ont préféré prendre une autre camarade, peut-être parce qu'elle est plus âgée, peut-être, je sais pas, je ne sais pas vous dire exactement quels sont les critères qui ont motivé ma hiérarchie. Mais bon, nous sommes la jeune génération, on continue le travail, donc je serai sur le terrain. Je reste président de section des femmes dans mon département, et donc je ferai campagne auprès des femmes pour amener les femmes à accepter le choix déjà du parti, le choix qui a été arrêté par le parti. Oui, bon, Madame Tchougui, une question de Monsieur Ngassa. Oui, Madame Tchougui. Alors, on a bien compris que aujourd'hui, il s'agit d'un retrait qui n'est pas volontaire de votre part dans ce suffrage législatif prochain. Mais est-ce qu'on peut comprendre quel est aujourd'hui l'état d'esprit de la plupart de vos camarades de parti qui se sont vus comme ça mis à l'écart parce que les critères de choix des listes n'ont pas forcément été toujours clairs pour vous et pour tous vos camarades? Parce qu'on a quand même vu aujourd'hui l'actualité fait état de plusieurs plaintes, de plusieurs on va dire mécontentements dans votre parti. Qu'en est-il clairement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Est-ce que vous avez choisi, vous, de vous retirer librement au profit de l'autre candidate à cette députation dans l'Union SO? Mais déjà, félicitations pour votre démarche qui participe à soutenir le candidat en question. Mais nous, on reste convaincus qu'il y a quand même un souci au vu des mécontentements qu'on a pu noter dans la presse et partout. Quel est votre avis là-dessus?
c'est une question d'actualité parce que le mode d'investiture est tout nouveau, même pour les militants. Donc, nous avons un double défi parce que le militant à la base, là, qui connaît son député, qui l'a vu à l'œuvre, alors je vous parlais des travaux de route qui se passent encore sous mon égide. Alors, il est difficile à cette population d'admettre qu'on vient leur imposer une autre liste. Donc, le défi que nous avons, c'est d'amener ces populations à accepter, parce qu'il s'agit du parti, il s'agit de sauver le bateau. Parce que si nous allons nous attarder sur les extrêmes, nous sommes l'avenir de demain, nous sommes encore en poste pour 30, 40 ans encore là. Alors nous n'allons pas laisser le parti mourir pour des faits, on ne sait pas s'ils sont humains ou si c'est des faits politiques, mais nous, on doit soutenir le président national. On doit soutenir notre parti, et c'est pour cela que je vais me lever, pour demander aux populations de ne pas céder, à la provocation, de ne pas céder et de voter parce qu'on aura en face des partis opposés. Donc, on ne voudrait pas voir notre parti aller en lambeaux pour ces des faits ponctuels. Le parti continue. Et demain, on va continuer, on fera autre chose. On peut rebondir. Donc, c'est dans cet esprit, parce que je crois au président national, je crois à sa vision, je crois on le connaît. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu ces dérapages au niveau du parti, et nous sommes convaincus sûrement qu'au niveau de la hiérarchie, on lui a donné des rapports. Allons voir qu'est-ce qu'ils ont mis comme rapport. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de maîtriser le parti, d'amener les militants à voter. Parce que si nous perdons le Parlement, c'est là où se décide, où se prennent les décisions. Si le parti n'a pas le Parlement, le président sera fragilisé. Alors, nous ne savons pas la démarche qu'il y avait derrière, mais nous, en tant que militants engagés du parti, nous, on a intérêt à ce que le RDPC ait une majorité confortable pour que le président puisse mener à bien les propositions et projets, les grands projets qu'il a mis en cours. Donc, à qui profite le crime, nous ne savons pas, mais moi, en tant que militante, je sais que je suis obligée de ne pas faire violence, d'aller sur le terrain, mais convaincre mes camarades, les femmes, les jeunes qui sont plus sensibles, de les amener à retirer leur carte au niveau de la biométrie. Ça a déjà été fait, nous sommes presque à 80%, je veux dire 85%. On a presque tout retiré. En 2014, par exemple, il ne restait pas 50 cartes. Donc, on a réussi à déjà faire retirer les cartes. Bon, c'est Balmaillon, il y a des problèmes. Il y a encore près de 20 000 cartes qui traînent. Bon, on va essayer, pendant ces 2 semaines, d'amener les gens à leur dire d'aller faire le geste qui compte. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas contents, il y a une solution, on peut faire un bulletin nul, mais ne votez pas l'opposition. Parce que je serais fragiliser le président en ce moment, et il a besoin de ces voix-là. Oui, mais justement, Madame Chungi Obama, il y a un problème quand même. Vous avez prononcé des mots qui prêtent un peu à confusion. C'est-à-dire que on ne sait pas très bien. Est-ce qu'on peut parler de fraude au sein déjà de votre propre parti? Et sur le plan national aussi, on peut dire que si déjà les fraudes sont au sein du parti, probablement sur le plan national, il y a aussi des fraudes. Que répondez-vous justement à ces gens-là qui disent que votre parti passe son temps, n'est-ce pas, à frauder ici ou là, et puis vous, justement, qu'avez-vous réellement fait pour votre département, pour votre ville, de façon à ce que votre message puisse porter et que votre candidature n'ait pas été trappée comme elle a été trappée cette fois-ci? Écoutez, le malaise, il est là, mais vous savez, tout parti a une vision, tout parti a une stratégie. Je pense que, je dis que ce qui est arrivé, il y a sûrement une stratégie. Ils savent ce que ça a été fait. Donc, nous, à la base, on devrait soutenir le bateau, comme je vous l'ai dit. Maintenant, au niveau du département, par rapport à qu'est-ce que j'ai fait, j'ai placé mon mandat sous le développement des infrastructures. Parce que le département du Nord-Ouest n'avait pas de route, il n'y avait pas d'électricité. Comme les écoles, ça fait parfois même le sol. C'était insoutenable. Il était pratiquement impossible de me rendre dans mon chef-lieu. J'ai placé mon mandat sur ça, et pendant tout le mandat, j'ai réussi à faire bitumer la principale route qui mène à mon arrondissement Ngobija. Aujourd'hui, il y a dit c'est bitumé, c'est déjà ça. On peut bien circuler, les personnes elles bien peuvent circuler. À l'intérieur des arrondissements, on a réussi également à faire ouvrir des pistes rurales, à faire réhabiliter.
Bon, on a également, dans certaines localités, de l'électricité par le biais de l'État, bien sûr. C'est des parents le BIU permanent que je fais auprès des pouvoirs publics, auprès du gouvernement, pour que cela arrive. Ce qui est important, c'est qu'au niveau du Parlement, on a trouvé un département qui avait 350 millions de budget d'investissement par an, soit 8 projets pour 6 communes. Mais nous, on a pu amener le budget de l'État à 1,750 milliard pour les 88 projets par an. C'est énorme. Donc, c'est des projets donc, qui sont palpables. Au niveau des écoles, on a fait construire. Au niveau des hôpitaux, on a fait réhabiliter l'hôpital par le biais des associations en France, en Chine. J'ai reçu du matériel médical, j'ai équipé les hôpitaux pour qu'au moins, quand les gens sont malades, qu'ils soient décents, qu'ils soient couchés dans des lits décents, par rapport à ce qu'on avait. Vous avez l'hôpital, vous allez faire hospitaliser parce que le lit ne pouvait même pas, vous pouvez pas vous coucher. Donc j'ai apporté j'ai donné un push de ce côté-là, j'ai tenu ma parole, donc j'ai travaillé uniquement sur les infrastructures. Au cours de ce mandat, je m'apprêtais maintenant à travailler pour les humains, pour maintenant toucher les problèmes de pauvreté. Parce qu'on ne peut pas parler de réduire la pauvreté si on a une route qui passe. On ne peut pas parler de réduire la pauvreté si on n'a même pas une source électrique. Alors maintenant, j'avais déjà atteint, c'est vrai que beaucoup reste à faire, parce que le département est immense, on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on peut tout faire, mais voilà le cas où j'avais mis les infrastructures d'abord. Maintenant donc, avec l'expertise que j'ai, je connais là les sources de financement où elles se trouvent. Donc maintenant, il était question de monter des projets pour organiser les populations rurales en coopérative, en association de développement, pour que ces coopératives puissent porter des financements, pour que sachant que à tel bailleur de fonds nous finance dans le pays, j'allais les remercier par rapport à leur activité, j'allais les écouter, et maintenant, on allait travailler pour qu'on puisse réduire sensiblement le taux de pauvreté. Voilà un peu la vision que j'ai. D'ailleurs, je le ferai, même sans être au Parlement, je ne peux pas abandonner ce projet. Je continuerai peut-être sous le voile d'une association que je mettrai en place pour que je puisse porter ces projets-là, que je puisse continuer à travailler avec ces populations-là. D'accord. Madame Tchougui, justement, selon nos informations, n'est-ce pas, dans votre département d'Union ISO, c'est un département où il y a plein d'intrigues, où vraiment la vie politique locale n'est pas simple du tout. Pensez-vous que effectivement, par rapport à toutes ces intrigues qu'il y a sur le plan local, les élus n'aient pas vraiment la latitude pour pouvoir travailler et mener à bien leur projet? Nous allons dire que, si je fais une analyse froide, nous sommes là face à une transition de génération. On a une génération âgée, nous avons on a la classe politique actuelle, puis on a des jeunes qui montent. Donc vous savez, il y a donc cet affrontement entre les deux générations. Donc c'est pour ça qu'il y a des intrigues, parce qu'il y a ceux qui veulent pas lâcher la main, qui veulent continuer à être là. Vous voyez, les jeunes qui sont là, qui disent non, nous voulons être là, nous avons des approches bien différentes, et c'est pour cela qu'on apparaît comme un département à intrigue. Mais en fait, l'intrigue, ce n'est pas, je veux dire, c'est un îlot, ce n'est pas le fait commun de tout le monde, c'est un îlot, c'est un petit groupe, c'est un groupuscule de personnes qui entretiennent l'intrigue, mais les autres veulent travailler. On a des experts, des jeunes, des élites qui sont prêts à donner leur expertise, qui veulent travailler. Donc, ils sont plus nombreux. Je veux dire aujourd'hui que cette famille-là, de ceux-là qui veulent vraiment que ça change, que ça bouge, ils sont aujourd'hui plus nombreux que le petit îlot de personnes âgées qui estiment que, l'heure n'est pas encore arrivée pour passer la main. Voilà. Mais pensez-vous que justement, par rapport à ce blocage-là, on va dire, des anciens qui veulent se maintenir à tout prix au pouvoir, à tout prix, oui, à tout prix. Et ne font-ils pas exactement comme certains qui sont justement même au sein de l'État,
J'entends parler du président Paul Biya, qui est accusé justement par l'opposition de rester, de s'accaparer tout, n'est-ce pas, de rester au pouvoir depuis des années. Et ne pensez pas vous justement que c'est une espèce de fin de règne pour votre parti? Est-ce que les militants du RDPC ne vont pas se retrouver à aller vers d'autres offres politiques, etc. Quelle est la configuration politique au sein de votre département justement aujourd'hui? Est-ce que les d'autres partis peuvent émerger comme ça justement par rapport à vos divisions? Écoutez, nous avons un parti très fort, le parti, c'est une grosse machine, le RDPC, et le RDPC survivra. Et dire que parler, vous savez, aussi que fait le chef de l'État, oui, de la durée, il faudrait regarder les programmes qu'il propose. Il faudrait regarder, ce n'est pas le fait, et puis il faut regarder l'homme. C'est pas nous avons un chef d'État qui a une moralité, qui n'est pas, on le connaît, notre président est un homme tranquille, un homme de paix, c'est pas un homme d'intrigue. Donc c'est précis, hein, c'est précis qu'à notre petite localité. Donc on ne peut pas asseoir cela sur le plan général pour dire non, c'est des intrigues partout dans les noms, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, le président soutient la jeunesse, le président soutient les femmes, le président engage beaucoup de projets. On ne peut pas taire que bon, autour, c'est des faits humains, comme je dis, c'est des faits humains, donc on ne prend pas un individu, donc on ne va pas généraliser le fait par rapport à un individu. Donc, nous disons le saut, et quand un peu ma part. Mais nous avons espoir que ça changera, pour que ça change, nous devons rester en poste pour continuer à travailler. Changer, pour prendre la place, pour avoir une autorité au sein du parti, pour qu'on impose notre vision, nos visions et notre façon de travailler. Donc on va y arriver. On va y arriver. Voilà, Madame Tchougui, Monsieur Nguy Gassa. Oui, Madame Tchougui, encore. Alors une autre question qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, vous venez de nous... tout à l'heure, vous nous avez listé un ensemble de réalisations dont vous avez été l'auteur dans votre département. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de regrets quand on sait que ceux qui viendront ne feront pas forcément dans la continuité de ce que vous avez commencé? Vous parliez tout à l'heure des réalisations des routes. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte dans la population aujourd'hui qui s'apprête à voter de voir tous ces chantiers que vous auriez entamés s'estomper, s'arrêter, n'est-ce pas, et plonger de nouveau votre région, votre département dans une situation de précarité, parce qu'on sait quand même que ces chantiers en général permettent de recruter les enfants du village pour leur donner un travail, ne serait-ce que le temps d'une saison. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne craignez pas qu'il y ait une véritable crispation dans votre région, dans votre département, au vu de ces configurations de listes électorales dans votre parti qui n'obéirait visiblement à aucune logique? Oui, vraiment, on voulait vous entendre là-dessus. Aujourd'hui, par exemple, vous n'êtes pas reconduite. Ok, vous faites montre de beaucoup de courage face à cette situation en vous montrant disponible à aider votre successeur. Mais est-ce que réellement, ce n'est pas couvrir un feu qui finira par exploser? Ce qui est là, il y a cette peur. Même personnellement, j'ai cette crainte. Parce que pour tous ces projets qui restent latents, qui restent comme ça en plan, moi-même, personnellement, je me dis, mon Dieu, est-ce qu'ils auront cette priorité eux aussi? Mais je respecte les camarades. S'ils ont fait des dossiers, s'ils sont présentés, ça veut dire qu'ils avaient sûrement le même espoir, la même verve, ils veulent sûrement travailler. Donc on va les laisser travailler. Je voudrais pas apparaître comme une mauvaise perdante, encore que je n'ai pas été aux élections, mais j'ai dit, on va pas commencer à leur faire un procès alors qu'on les a même pas vus à l'œuvre. Mais ce que je fais, les populations ont vraiment fait des craintes parce que on a été une équipe, ça a marché à la mairie, le maire également, il était jeune, il a bossé, aujourd'hui il n'y a pas de l'eau qui coule. Comme Tiama disait, chez nous, on a un grand comédien, oncle Ndo, qui disait l'eau coule du mur, l'eau sort du mur. Et en Ngom Diap, c'est une réalité aujourd'hui pour le peuple, que l'eau sort du mur en Ngom Diap. Impensable. Alors vous avez, d'ailleurs on va faire la fête de l'eau, on la fera le 13 ou le 14 septembre dans Ngom Diap. Vous voyez, donc les populations, même les autorités ont peur. Faut dire, mais
Pourquoi ceux-là qui ont travaillé, comment ça va se passer après? Mais on ne peut pas, c'est notre département, c'est notre terroir, j'ai ça dans les veines, ça me coule dans les veines, c'est pour cela que je suis en train de réfléchir, de mettre une agence de développement local, où on va, qui serait comme un bureau d'études. Si les élus entrants estiment que pour aller à réfléchir à leur disposition, pour leur donner tous les tuyaux, pour les assister, parce que pour moi, ce qui m'importe, c'est le développement de mon département. Bon, il faut aussi comprendre, parce que j'ai vu, je suis pas dans le secret de Dieu, mais j'ai cru, je crois que un procédé, on m'aurait dit que c'était pour des récompenses, on fallait récompenser, bon, je ne sais pas très bien. Bon, peut-être que, bon, ils ne sont pas là forcément pour travailler, puisqu'ils sont là parce que c'est une récompense qu'on leur fait, je sais pas, bon, donc, vous comprenez que nous, on est obligés, on est obligés de continuer à travailler, et on est obligés d'expliquer aux populations que nous ne sommes pas partis, nous sommes là, et le téléphone reste ouvert, on va toujours les aider, parce que c'est le branle-bas, hein, c'est le branle-bas, vous savez pas, si vous êtes au Cameroun, vous allez voir, bon, le travail qu'on va faire aujourd'hui, c'est encore à vous de faire le sale boulot. Justement, on a une sécurité sur le terrain, il faut y aller donc, parce que si je ne vais pas à la campagne, c'est encore la catastrophe, si on ne voit pas. Oui, justement, Madame Tchougui. Oui, Madame Tchougui, justement, avec tout ce que vous venez de nous dire, hein, on va dire, trêve de plaisanterie, hein, on va pas parler justement d'Ochama, n'est-ce pas, Morbikié, n'est-ce pas, le sort du mur, les chenilles de Gomme-Diap, etc. Franchement, Madame, sans langue de bois, sincèrement, est-ce que aujourd'hui au Cameroun, d'une manière générale, peut-on réellement encore attendre quelque chose de votre parti, c'est-à-dire le RDPC? Est-ce qu'il n'y a pas une offre qui est meilleure ailleurs? Franchement, sans langue de bois. Hein. Non, écoutez, je vous comprends. Je vous dirais également sincèrement que le parti tel que présenté par notre président national, nous avons le parti, le RDPC n'a rien à craindre de ces sursauts. Le RDPC n'a rien. Je vous dis encore que c'est des faits humains. C'est pas le fait d'une décision du parti. C'est des calculs de quelques-uns du parti. Sûrement, le président national va régler ce problème. Il sera réglé. Le président ne peut pas accepter que son parti aille en lambeaux. Donc, le RDPC, nous avons des programmes, nous avons des hommes, et je ne vois pas le RDPC en train de chanceler. Je vous dirai, après le 30 septembre, vous verrez bien que le RDPC va gagner. Il va gagner, sans se chérir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une carte. Avec la carte biométrique, il y aura pas, demain, on ne dira pas que le RDPC a encore triché. Là, maintenant, le président il a mis des moyens pour mettre une structure indépendante qui gère les élections. Et vous verrez que, malgré ces soubresauts, les populations vont voter. Ils vont voter le parti utile. Mais Madame Tchougui. C'est le RDPC, c'est le parti le mieux outillé pour l'heure. Oui, Madame Tchougui. Les autres partis, je suis désolé, je n'ai pas encore très bien perçu leur vision. Pour ces groupes de communication, ça ne rejaillit pas. Mais au niveau du RDPC, ça se voit. Oui, mais Madame Tchougui, justement, vos opposants soupçonnent justement et les CAM d'être simplement la voix du pouvoir en place. Qu'en pensez-vous justement de ces accusations-là? Est-ce que finalement ELECAM est juste un petit organe comme ça qui résonne simplement, mais sans vraiment peser réellement dans le débat politique au Cameroun? C'est très facile de dire comme ça. C'est une institution, ce sont des hommes c'est trop facile parce que ELECAM, quand on le dit, c'est encore ELECAM qui avait au sénatorial. Il n'y a pas d'intelligence entre le parti et ELECAM. Les responsables de l'ELECAM font tout pour leur neutralité et leur indépendance. Nous avons vu ça, on a eu à payer des frais pour ça. Donc, le dire, c'est trop facile. Ce que l'opposition doit faire, c'est de conquérir les militants sur le terrain, de vendre leur programme social, de vendre leur programme politique, mais de ne pas s'approcher à pleurnicher et les CAM par-ci par-là. Et les CAM, c'est des hommes qui vraiment
ont eu souvent à ridiculiser le parti. Et le RDPC, ils n'ont pas d'appel. Ils veulent marquer leur indépendance, ils veulent donner le sérieux, parce que si l'ECAM ne travaille pas bien, on peut avoir une implosion au Cameroun. Tous les regards sont sur l'ECAM et ils connaissent la responsabilité qui leur incombe pour le lendemain du Cameroun. Donc, c'est des personnalités d'un certain âge, des personnalités qui ont des compétences et qui sont vraiment indépendants. Ils ne dépendent pas financièrement ou qui sont des hommes vraiment indépendants. Même si on a dit ils venaient du RDPC, bien ils avaient eu des relations avec le RDPC, mais pas tous. Donc, l'ECAM, je pense que jusqu'à l'heure actuelle, l'ECAM n'a pas vraiment encore déçu le Camerounais. C'est ça. Donc, que l'opposition s'organise seulement parce qu'on n'est pas sur le terrain. Ben oui, mais... Moi, on a la MEC, on a un parti d'opposition à Mamayo qui va se présenter pour l'initiative. Mais je peux vous dire que on n'a pas encore vu. Oui. Les militaires ne le comprennent pas. Après, il va dire que c'est l'ECAM, non. Oui, mais Madame Tchungi Obama. Mais on ne les voit pas. Madame Tchungi Obama, justement, on va encore parler un peu d'Elecam. Hein. Une dernière question sur Elecam. On vous a accusé justement d'être de connivence avec Elecam par rapport aux listes du RDPC dans le Nord Cameroun. Il se peut que voilà, il fallait laisser la place à d'autres partis. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette petite combine, on va dire, entre Elecam et le RDPC pour laisser passer, si je ne m'abuse, je ne sais pas quel parti au Nord, pour que ces gens puissent entrer notamment au Sénat. Est-ce que c'est vrai tout ça? Oh non, c'est des affabulations, c'est des interprétations. Vous avez, je vous citerai même encore le cas de l'Ouest Cameroun, le sénatorial. Vous avez vu, le RDPC, le secrétaire général du RDPC est de l'Ouest. Et vous avez vu que sa liste, la liste de l'Ouest, le RDPC n'est pas passé, a été éliminé. Et c'est le NCF qui était en campagne à l'Ouest. Est-ce que, je pense pas que c'est des coïncidences ou des hasards, mais il n'y a pas une réunion, il n'y a pas une entente entre le RDPC et l'ECAM pour dire on enlève là-bas et puis ça c'est pas. Il n'y a pas de damier, ils ne jouent pas au damier les deux là. Ils ne jouent pas, je ne crois pas. D'accord. Bon, Madame Tchungi, pour terminer, hein, est-ce que la jeune génération, justement au Cameroun, c'est-à-dire la relève, à laquelle vous appartenez, hein, forcément, a une offre supérieure à proposer aux Camerounais? Voulez-vous nous en dire quelque chose et qu'est-ce que c'est réellement aujourd'hui, notamment avec, vous l'avez dit plus haut, hein, n'est-ce pas, ces anciens qui veulent qui s'agrippent, n'est-ce pas, comme des sangsues à leur poste. Écoutez, la jeune génération a tout à proposer et travaille. Nous avons de la diaspora, il y a des membres de la diaspora, des Camerounais qui sont rentrés au Cameroun. C'est une génération qui est organisée et qui a des choses à proposer. Et qui propose d'ailleurs. Donc, qui est à l'écoute du président national. Le président national a une écoute très attentive des propositions qui lui sont montées. Donc, elle a toute sa place. Je voudrais seulement dire, en fin de compte, en termes de conclusion, comment on va vers la fin, ce que je voudrais que les auditeurs, si vous écoutez, c'est de dire qu'on ne peut pas juger le RDPC sur des faits de certains individus. Le RDPC reste un grand parti, le RDPC a toute sa place, et le RDPC survivra à l'homme bien. Parce que tout le RDPC contient presque toutes les matières grises s'y trouvent. Il serait difficile à notre parti de faire une contre-proposition ou alors que des gens quittent le RDPC pour aller vers d'autres partis. Parce que le RDPC est mieux structuré. Et aujourd'hui, on a fait l'expérience des infrastructures, fait l'expérience du parti. Je suis sûr qu'aux prochaines consultations, le parti ferait attention pour que les dérives observées auprès des infrastructures ne se répètent plus. Et le président national est à l'écoute, c'est l'homme le plus informé, et nous sommes sûrs, nous connaissons, il n'aime pas savoir que son peuple souffre ou est mécontent, nous sommes sûrs qu'il trouvera la bonne réponse. D'accord, merci Madame Tchungi Obama.
On vous remercie au nom de tous nos auditeurs. Ainsi s'achève donc cet entretien avec l'honorable Bleu Régine qui était au micro de Alain Jules. Tous nos remerciements également à Raoul Kouitou-Kwachet qui aura permis la réalisation de cette interview. Merci, au revoir.